Bonjour et bienvenue sur le podcast Sommeil Bébé, le podcast des parents bienveillants qui galèrent la nuit avec leur bébé. Alors aujourd'hui, nous nous attaquons aux idées reçues que nous avons tous entendues sur le sommeil des bébés, la relation entre sommeil et allaitement, les pleurs, l'âge auquel un bébé fait ses nuits. Nous avons tous des croyances là-dessus qui ne sont pas toujours scientifiquement valides. Alors moi je suis Emmanuel, papa d'une adorable fille de 2 ans et demi. Ma fille s'est réveillée 2 à 4 fois par nuit pendant ces 10 premiers mois, donc j'ai eu le temps de les éprouver, mes croyances. Bon, ça va un peu mieux maintenant, mais elle se réveille encore un peu de temps en temps. Quand on lit le blog sommeilbébé.com, on a peut-être l'impression que tous mes problèmes sont réglés avec mon bébé. Ce n'est pas vraiment le cas. Par exemple, avant-hier, donc il y a 2 nuits, elle s'est réveillée, la nuit a été un peu difficile, ma fille elle m'a appelé, elle voulait toujours un petit câlin de plus, et donc voilà, ça dure un moment comme ça, et j'ai eu une nuit un petit peu tronquée. Donc, même si j'essaie de vous partager mes expériences, de vous partager les solutions que je trouve dans les livres ou avec ma fille, j'ai encore des soucis de réveil la nuit avec ma fille, qui a 2 ans et demi donc. Et voilà, si vous avez des solutions pour m'aider, n'hésitez pas, je serai très heureux de les recevoir. Alors, aujourd'hui, on va donc s'attaquer aux idées reçues et aux préjugés qu'on a peut-être tous sur le sommeil des bébés. Alors, pourquoi parler des idées reçues ? Eh bien, tout simplement, la plupart des gens, ils croient dur comme fer, y compris avant d'avoir un bébé, en ayant un bébé, même après avoir eu un bébé, quand l'enfant grandit. Et des fois, on ne remet pas du tout en cause l'idée reçue malgré sa propre expérience. Alors moi, ça a été mon cas. Avant de lire des livres sur le sommeil des bébés, j'avais une quantité alarmante de préjugés. Et le problème, en fait, c'est que comme mon bébé ne se conformait pas aux idées reçues que j'avais, je me demandais s'il était normal. Je me demandais si moi, ma femme, on était des parents normaux, puisque ça se passait pas du tout comme dans les idées reçues que j'avais. En fait, avoir des idées reçues, c'est un peu comme essayer d'aller quelque part avec une mauvaise carte routière. En gros, si la route que vous indique la carte routière est fausse, vous vous sentez forcément perdu à un moment ou à un autre. Voilà. Avoir des idées reçues sur le sommeil des bébés, c'est exactement la même chose. On se sent perdu, on se sent seul, et on n'ose pas parler de nos problèmes avec les autres gens, alors que probablement ils ont exactement les mêmes problèmes. Alors, idée reçue numéro 1. À la naissance, bébé ne sait pas dormir. Alors, vrai ou faux à votre avis ? Alors en fait, c'est faux. Il se trouve que vers le 3e trimestre de grossesse, le fœtus connaît des périodes d'activité et des périodes de calme qui ressemblent fort au sommeil du nouveau-né. Donc typiquement, vers le 6e mois de grossesse, le sommeil actif apparaît. Le sommeil actif, on appelle aussi le sommeil agité chez le nouveau-né, et c'est le sommeil qui deviendra le sommeil paradoxal une fois à l'âge adulte. Le sommeil calme, lui, apparaît vers le 7e mois. Et donc voilà, pendant les 2 derniers mois de grossesse, en fait, le bébé a un sommeil qui est tout à fait, presque comme celui du nouveau-né. Le sommeil calme, c'est celui qui correspond au sommeil lent profond chez les adultes. Alors, pourquoi on a cette idée reçue que à la naissance, bébé ne sait pas dormir ? Eh bien, c'est probablement que, avec nos yeux d'adultes qui connaissons le sommeil d'adulte, la structure du sommeil des bébés est tellement différente que on en déduit que c'est trop différent. C'est probablement qu'il y a un problème, que bébé ne sait pas vraiment ce que c'est dormir. Mais en fait, quel est le vrai problème ? Pourquoi est-ce que ce sommeil est si différent de l'adulte ? Eh bien, déjà, pour le problème de nourriture, la taille de l'estomac d'un bébé, naturellement, ne peut pas contenir assez de nourriture pour tenir pendant 10 heures. C'est pour ça qu'il a besoin d'être nourri tous les 2, 3, 4 heures, peut-être un peu plus, suivant les bébés.
mais c'est surtout pour un problème de survie. Alors, imaginez un nouveau-né, il y a 10 000 ans, par exemple, un bébé dans une tribu de chasseurs-cueilleurs. Un tel bébé, donc, si il se réveille toutes les 8 à 12 heures et ne demande pas spécialement d'attention à ses parents, donc là on exclut le problème de nourriture, on parle juste du problème de sommeil, un bébé qui ferait des nuits de 8 à 12 heures, eh bien, probablement qu'il aurait assez peu de chances de survie dans une tribu de chasseurs-cueilleurs où le milieu est plutôt hostile, parce que il n'attirerait probablement pas assez l'attention de ses parents pour qu'ils en prennent assez soin. Alors qu'un bébé qui attire l'attention de ses parents toutes les 2 à 4 heures, il a beaucoup plus de chances de survie. Et donc voilà, on est probablement les descendants des bébés rouspéteurs, des bébés qui attirent l'attention de leurs parents régulièrement, tout simplement à cause de la sélection naturelle. Et probablement que si jamais des bébés qui dormaient longtemps à la naissance ont existé, eh bien à cause de la sélection naturelle, on n'est pas vraiment leurs descendants. Voilà, donc ça c'était l'idée reçue numéro 1. Donc bébé sait dormir en fait à la naissance. Deuxième idée reçue, un bébé doit faire ses nuits à 3 mois. Qu'en pensez-vous? Vrai ou faux? Alors, il faut déjà qu'on définisse ce que ça veut dire faire ses nuits. Dans le langage des études scientifiques, faire ses nuits, ça veut dire dormir 5 à 6 heures d'affilée pour un bébé. Alors que dans le langage courant, on a plutôt envie qu'un bébé dorme 8 à 12 heures. Hein. Bon, c'est pas vraiment le cas en langage scientifique. Mais bon. Est-ce qu'un bébé de 3 mois dort 5 à 6 heures d'affilée? Eh bien, assez rarement en fait. Hein. Moi j'y ai cru, je pensais vraiment qu'à 3 mois, mon bébé, magiquement, allait beaucoup moins se réveiller. Bon, c'est pas vraiment ça qui est arrivé. Il se trouve que les études scientifiques confirment beaucoup ça, notamment une étude finlandaise de 1990 sur 270 bébés âgés de 0 à 12 mois. Donc cette étude a constaté que jusqu'à 3 mois, 90% des bébés se réveillaient la nuit. Entre 3 et 5 mois, c'était les 3/4 des bébés qui se réveillaient. Entre 6 et 8 mois, les 2/3. Et même entre 9 et 12 mois, encore 47% des bébés se réveillaient la nuit. Donc, si vous avez un bébé de 1 an qui se réveille la nuit, c'est normal. Vous êtes tout à fait dans un cas tout à fait normal. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Alors, d'où vient ce préjugé? En fait, tout le monde sait que vers 3 mois ou 5 kilos à peu près de poids de corps, l'estomac d'un bébé est suffisamment grand pour contenir assez de nourriture pour tenir, mettons, 5 à 6 heures. Mais bon, ça dépend des bébés, ça peut être 4 heures, 6 heures, 7 heures. Et on en déduit souvent que puisqu'il est capable de tenir ça, puisque son estomac est capable, alors le bébé naturellement va dormir ces 5 à 6 heures d'affilée. Alors en fait, le sommeil, c'est vraiment un apprentissage très progressif chez les bébés, et c'est un apprentissage non linéaire. C'est-à-dire que même s'il peut dormir, il ne le fait pas toujours. Donc il y a de nombreux événements qui viennent chambouler l'évolution du sommeil. Donc bien sûr, il y a la poussée des dents, il y a d'éventuelles coliques, et il y a par exemple la régression des 4 mois. Donc j'ai écrit un dossier complet là-dessus sur le blog sommeilbébé.com pour expliquer pourquoi à 4 mois la plupart des bébés ont le sommeil qui régresse. Je vous encourage à le consulter, je mettrai le lien en bas de l'article. Donc voilà. Idée reçue numéro 2, est-ce qu'un bébé doit faire ses nuits à 3 mois? Non. Peut-être qu'il peut, mais la plupart ne le font pas. Alors passons à l'idée reçue numéro 3. Qui me tient beaucoup à cœur. Idée reçue, laisser pleurer bébé tout seul est bon pour son autonomie. Alors, moi dès que j'entends laisser pleurer bébé tout seul, déjà, ma réaction est un peu épidermique. J'ai envie de dire non, surtout pas. Bon, c'est parce que je suis convaincu qu'il faut prendre en compte les émotions des bébés. Je suis convaincu qu'un parent peut encourager l'autonomie de son enfant
à travers surtout des preuves d'amour, des encouragements, peut-être un peu de lâcher prise, mais surtout en rassurant son bébé sur l'amour qu'on porte pour lui, pour qu'après il puisse se détacher. Je suis aussi convaincu que ce n'est pas du tout en laissant un bébé seul avec sa peur, son angoisse d'abandon, ses pleurs, etc., que on va lui donner de l'autonomie. Ça, c'est ma conviction. Malheureusement, quand on étudie les études scientifiques là-dessus, il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire qu'il y a deux courants scientifiques sur ce phénomène-là. Il y a d'une part un courant qu'on pourrait appeler le courant traditionnel, qui est un peu le courant de la fermeté envers les enfants, qui a son origine au 19e siècle, et qui dit « laisser pleurer bébé tout seul est bon pour son autonomie ». Bon, moi je suis totalement en opposition avec ce courant-là, hein, vous avez compris. Mais en gros, l'idée de ces scientifiques, c'est pour qu'un bébé dorme toute la nuit, il faut absolument qu'il sache s'endormir sans l'aide de ses parents, puisque, comme tous les êtres humains, un bébé se réveille plusieurs fois par nuit, et donc, quand il se réveille, il faut qu'il puisse se rendormir dans les mêmes conditions que la première fois le soir. Et donc, sans ses parents. Donc ça, c'est le raisonnement. Bon, il y a certainement de la vérité dans ce raisonnement. Simplement, c'est un raisonnement qui ne tient pas du tout en compte les émotions des bébés. Et le deuxième courant scientifique dont je voudrais vous parler, qui est en train de, d'être beaucoup plus important de nos jours que le courant traditionnel, ce deuxième courant scientifique, c'est le courant de la parentalité respectueuse et bienveillante, qui a vraiment pour but de prendre en compte les émotions des bébés et finalement de dire plus on prend en compte les émotions d'un bébé et plus il va grandir de façon équilibrée. Alors ces deux courants scientifiques ont des objectifs un peu différents. Le courant traditionnel issu du 19e siècle a clairement l'objectif d'avoir des enfants sages et disciplinés. Si j'extrapolais un peu, je dirais un peu dresser son bébé comme un animal. Alors que le courant de la parentalité respectueuse et bienveillante a plutôt comme objectif d'avoir un bébé heureux et autonome. Et donc en prenant en compte ses émotions, notamment. Voilà, donc ces deux courants s'opposent. Bon, il y a quand même une étude qui met un peu tout le monde d'accord sur cette question de est-ce que laisser pleurer bébé tout seul est bon pour son autonomie. C'est une étude qui a été faite en 2012 au Texas sur 25 bébés âgés de 4 à 10 mois. Ils ont été étudiés avec leur mère. Ils participaient à un programme hospitalier de 5 jours qui s'appelait Programme d'éducation au sommeil. Le but de ce programme était qu'ils apprennent à s'endormir sans aide, si ce n'est la visite d'une infirmière. C'est-à-dire qu'une fois que les bébés étaient couchés, leur mère ne pouvait plus venir les voir, ni aucun parent. Par contre, leur mère était dans une pièce voisine et pouvait entendre les pleurs de leur bébé sans avoir le droit d'intervenir. Alors pendant ces 5 jours, on a analysé le taux de cortisol, donc c'est l'hormone du stress, dans la salive des bébés et dans celle de leur mère. Cette salive était recueillie au début de l'endormissement et aussi après que les bébés se soient endormis. Au premier jour, la plupart des bébés ont pleuré au moins 20 minutes. Et comme prévu, donc, une augmentation du taux de cortisol a été constatée aussi bien chez le nourrisson comme chez leur mère. Que ce soit au début de l'endormissement qu'au moment où les bébés exprimaient leur détresse. Donc naturellement, un bébé qui pleure tout seul, il a un très très fort sentiment d'abandon. Il se sent totalement perdu, totalement laissé à son sort, en danger même. Donc ça génère énormément de stress chez lui. Et chez la mère aussi, naturellement, quand on entend son bébé pleurer. Donc ça, c'était au premier jour. Au troisième jour, les réponses physiologiques des mères et des bébés étaient devenues complètement différentes parce que les bébés n'exprimaient plus leur détresse en pleurant, mais les mesures montraient que leur taux de cortisol restait très élevé. C'est-à-dire que laisser pleurer un bébé seul, c'est bon pour qu'il arrête de pleurer un jour, mais c'est très mauvais pour son stress. En fait,
ces bébés-là étaient toujours stressés, mais avaient renoncé à le manifester. Ils s'étaient complètement résignés sur le fait qu'ils étaient abandonnés. Alors au 3e jour, donc, les mères, quant à elles, n'étaient plus alertées par les pleurs de leur bébé et donc voyaient leur taux de cortisol fortement diminuer. Donc naturellement, les mères étaient soulagées, mais leur bébé était toujours aussi stressé. Voilà. Donc, laisser pleurer son bébé seul la nuit, les études le montrent, effectivement, ça permet que bébé pleure moins, n'appelle moins, mais ça fait des bébés stressés. Alors, passons à l'idée reçue numéro 4. Un bébé allaité se réveille plus souvent qu'un bébé au biberon. Vrai ou faux? Alors, cette idée reçue est un peu différente des autres, parce qu'elle est parfois vraie. Moi-même, j'ai eu l'impression de le constater, mon bébé, ma fille était allaitée, et j'avais l'impression qu'elle se réveillait plus souvent que les enfants de mes collègues qui étaient au biberon. Bon, en fait, les différences sont pas si énormes que ça, quand on regarde la littérature scientifique. Et surtout, quand on dit ça, quand on dit qu'un bébé allaité se réveille plus souvent qu'un bébé au biberon, on oublie souvent de préciser plusieurs choses. En fait, un bébé allaité se rendort plus facilement qu'un bébé au biberon. C'est grâce au L-tryptophane, c'est une substance qui est dans le lait maternel et qui calme les bébés, qui fait qu'ils s'endorment facilement la nuit. Et on oublie aussi de préciser qu'une maman qui allaite se rendort plus facilement qu'un parent qui donne le biberon. Alors, pour justifier tout ça, je vous propose 2 études scientifiques. Une qui a été faite en 2015 par Amy Brown et Vic Harris sur 700 mères qui ont été interrogées sur leur bébé de 6 à 12 mois. Elles étaient interrogées sur les nuits de leur enfant, le nombre de leurs réveils, les repas nocturnes, l'allaitement et les solides qu'ils prenaient. 78% des bébés se réveillaient régulièrement au moins une fois par nuit, donc entre 6 et 12 mois, et 61% prenaient du lait une ou plusieurs fois. Donc il y avait des mamans allaitantes et des mamans au biberon. Il n'y avait aucune différence dans cette étude entre les bébés allaités et ceux nourris au biberon, que ce soit au niveau des réveils que des repas nocturnes. Par contre, il y avait une différence entre les bébés qui mangeaient beaucoup le jour et ceux qui mangeaient moins le jour. Ceux qui mangeaient beaucoup le jour mangeaient moins la nuit. Par contre, le fait de manger beaucoup le jour, ça n'avait aucun impact sur leur nombre de réveils. C'est-à-dire qu'ils se réveillaient la nuit sans demander à manger, tout simplement. Voilà, première étude pour montrer que, en général, quand même, sur 700 bébés, il n'y a pas vraiment de différence sur le nombre des réveils la nuit, que ce soit des bébés allaités ou pas. Maintenant, deuxième question. Est-ce que les mères qui allaitent dorment moins que les parents qui donnent le biberon? Parce que finalement, c'est ça qu'on se demande quand on se demande est-ce qu'un bébé allaité se réveille plus ou moins. Alors, il se trouve que il y a une maman allaitante a un taux de prolactine plus élevé que une femme non enceinte, non allaitante ou qu'un parent donnant le biberon. Et ce taux de prolactine a un impact sur son sommeil profond. Il se trouve que un parent donnant le biberon ou une maman donnant le biberon a une quantité de sommeil profond, donc le plus réparateur, une durée de sommeil profond qui est de l'ordre de 63 minutes par nuit. Cette durée de sommeil profond est de 86 minutes chez une maman non enceinte, non allaitante du même âge. Donc, visiblement, avoir un bébé et lui donner le biberon, ça fait diminuer ce temps de sommeil profond. Alors que les mamans allaitantes, elles, ont une durée de sommeil profond de 182 minutes par nuit. Donc 3 fois plus que les parents qui donnent le biberon. Donc, on en déduit finalement que peut-être que les mères qui allaitent se réveillent légèrement plus souvent et encore pas toujours,
que les mères qui n'allaitent pas. Mais grâce au phénomène naturel de l'allaitement, qui se traduit ici par le taux de prolactine, eh bien, elles ont un temps de sommeil profond qui est énorme, qui est bien supérieur en fait aux autres mamans. Et ça leur permet de récupérer en fait beaucoup plus vite, d'avoir un sommeil beaucoup plus réparateur que les autres femmes et les autres mamans. Voilà, donc c'était 4 idées reçues sur le sommeil bébé. J'espère que ça vous est utile et j'espère que comme nous, grâce à ces connaissances, vous vous sentirez un peu moins seul, que vous aurez envie d'en parler et que grâce à ça, vous vous sentirez mieux. Je vous encourage bien entendu à diffuser ces idées avec bienveillance. Naturellement, il ne s'agit pas d'augmenter la culpabilité chez les parents qui ne sont pas d'accord avec ces idées-là. Je vous encourage vraiment à les diffuser avec bienveillance. Et si vous voulez connaître des méthodes pour avoir un bébé qui se réveille moins la nuit, je vous conseille de consulter tout simplement le blog sommeilbébé.com. En page d'accueil, vous trouvez les informations pour télécharger un guide gratuit que j'ai écrit. C'est un guide d'une 20aine de pages avec 6 méthodes issues de la recherche pour aider son bébé à mieux dormir la nuit. Voilà, c'est la fin de ce 2e podcast et je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.